Eh bien, excusez-nous pour le petit retard, nous allons démarrer. Bonsoir à tous, bienvenue et avant tout un grand merci pour votre présence à cette première conférence 2015 de notre cycle Santé en question, qui, je vous le rappelle, est organisé par l'INSERM, hein, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, et puis par Universcience, c'est la structure qui regroupe de hauts lieux parisiens de la culture scientifique et technique, la Cité des sciences bien sûr, mais aussi le Palais de la découverte. Alors pour cette première 2015, nous allons donc nous intéresser à ce terrible virus, Ebola, qui, je le rappelle, a déjà fait près de 9000 victimes ces derniers mois en Afrique de l'Ouest. Alors ce soir, nous allons essayer bien, de mieux comprendre le cocktail explosif, hein, qui a généré cette situation dramatique, où se mêlent, on va le voir, de nombreux facteurs. La nature du virus, hein, bien sûr, mais aussi la zone où a germé l'épidémie, la situation économique des pays concernés, et puis aussi, on le verra, certains facteurs culturels. On s'intéressera aussi bien sûr de près aux recherches en cours qui ont été fortement accélérées ces derniers temps pour trouver le plus vite possible un traitement, voire un vaccin, ou bien encore pour diagnostiquer plus efficacement les malades sur le terrain. Et puis enfin, on découvrira les mesures drastiques mises en place pour manipuler ce type de virus dans des laboratoires de très haute sécurité, ces fameux laboratoires P4. Voilà donc pour le programme que nous allons dérouler dans l'heure et demie qui vient, grâce à nos trois intervenants, que je remercie vivement pour leur présence, et que je vais donc tout de suite vous présenter. À Paris, nous avons donc avec nous le docteur Bernadette Murgue de l'INSERM, qui est directeur adjoint de l'IMI, c'est l'Institut de microbiologie et maladies infectieuses. Voilà, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. À votre côté, notre deuxième intervenant ce soir est le professeur Yazdan Pana, qui est le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital parisien Bichat. Et puis nous sommes aussi très heureux de vous avoir parmi nous, d'autant que vous avez failli ne pas être là, devoir partir au Liberia, à Monrovia, je crois, sur le terrain de l'épidémie. Et donc vous avez failli manquer notre conférence, ce qui aurait été bien dommage pour nous. Donc bienvenue à vous également, merci pour votre présence. Et j'en profite au passage pour préciser que vous coordonnez, si j'ai bien compris, tous les deux ensemble, le programme de recherche français sur Ebola, porté par l'IMI, et ce sous l'égide de l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé. Et puis à Lyon, vous le savez, hein, on est en duplex ce soir avec la région lyonnaise, plus précisément avec la délégation INSERM de Rhône-Alpes-Auvergne, basée à Bron, où se trouve donc notre troisième intervenante. Voilà, on la voit à l'image, c'est le docteur Caroline Carbonel, qui est directeur adjoint du laboratoire P4 INSERM Jean Mérieux de Lyon. Et c'est un des rares laboratoires européens de très haute sécurité habilité à manipuler le virus Ebola. Un laboratoire qui, vous allez le voir, a été en première ligne hein, dans le combat contre l'épidémie qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest. Voilà, Caroline Carbonel, merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Mais avant de donner la parole à nos trois intervenants, nous allons d'abord tous être mis à contribution, comme d'habitude, dans ce cycle Santé en question. Hein. On ne l'a pas surnommé Santé en question par hasard, parce qu'on va vous poser des questions via un petit quiz. Alors, pour y répondre, rien de plus simple. Hein. Vous utilisez les cartons qu'on vous a donnés à l'entrée, rouge, bleu. Et voilà, je vais demander aux techniciens d'afficher peut-être la première question du quiz. Alors, il devrait arriver, hein, c'est toujours... Il faut appuyer sur le bon bouton, parce que là-bas, ils ont une console avec je ne sais pas combien de boutons. Donc, ça prend un quart d'heure, normalement. On va y arriver. Alors, si jamais il y a un souci technique, j'ai les questions là. Hein, donc, vous n'y couperez pas au quiz. Je serai obligé de vous le poser. Ah, je sens que ça vient. Là, voilà. Première question. Le virus Ebola se transmet par voie aérienne. Est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est vrai? Donc voilà, si vous pensez que c'est faux, carton rouge. Alors levez bien, bien haut pour qu'on voit bien, parce qu'en plus il y a les spots. Si vous pensez que c'est vrai, carton bleu. Alors Nejma ici va compter et va essayer de déterminer la couleur dominante. Voilà, on met un petit coup de lumière sur la salle. Donc c'est vrai que c'est pas... Alors Nejma compte quelle couleur? Ouais. C'est assez équilibré. C'est mélangé. Ah non, on va peut-être pas faire un comptage pour avoir plus de temps pour les questions à la fin, mais ouais. Ah bah si vous voyez rouge. Bon là on me dit 50-50, en tout cas on verra plus tard.
On regardera, est-ce que c'est filmé? Donc on regardera en régie et puis on va compter. Deuxième question, s'il vous plaît. De quel pays est partie la flambée épidémique en cours? Est-ce que c'est du Libéria, qu'on évoquait à l'instant, où le professeur Yazdan-Pana devait se rendre, ou est-ce que c'est de Guinée? Donc Libéria, rouge, Guinée, bleu, sachant que ces deux pays sont touchés par l'épidémie en cours. Alors levez bien haut. Voilà. Ah bien, donc c'est vrai que c'est partagé ce soir. Normalement, on est. Bah, c'est bien, c'est que c'est des bonnes questions. Bon, moi, je vous laisse faire le comptage. Ah, on est sur du 60-40 à ma gauche. Qui dit mieux? Allez, on passe à la troisième question. Des chercheurs tentent actuellement de soigner des malades avec un médicament autorisé contre la grippe. Est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est vrai? Donc le rouge pour ceux qui pensent que c'est faux, bien haut le carton, et le bleu pour vrai. Alors attention, il peut y avoir des pièges, parce que ah oui, alors ça, on n'a pas son avis. Mais les questions préparées, concoctées par l'INSERM sont parfois tordues. Il y a des pièges, donc regardez bien les intitulés. Est-ce que c'est bon est-ce que la couleur dominante a été... C'est pas facile, j'ai l'impression. Moi, je dirais plutôt du bleu quand même. Allez, on est sur du bleu. Et puis la dernière question, la voici. En France, seuls 2 laboratoires civils sont autorisés à manipuler le virus Ebola. 2. Est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est vrai? N'hésitez pas, allez-y bien haut qu'on y voit bien. Je vais aider pour essayer de déterminer la couleur. Moi, je suis sur couleur dominante bleu, donc vrai. D'accord. Bon, ben voilà, merci beaucoup d'avoir joué le jeu de ce petit quiz. Alors pour information, on découvrira les bonnes réponses qu'en fin de conférence. C'est un peu pervers, mais c'est comme ça. Et puis par là même, on découvrira si vous avez bien sûr répondu correctement, sachant que les résultats sont bien sûr nominatifs. On vous fera passer sur l'estrade. Non, plus sérieusement, voilà, il est temps maintenant de passer à nos 3 interventions. Alors, pour démarrer cette conférence sur de bonnes bases, entre guillemets, le professeur Yazdan Pana va d'abord nous résumer l'état des lieux rapidement de ce que l'on sait sur ce virus Ebola, sur la nature et l'origine du virus, les modes de transmission, les symptômes. Et puis, bien sûr, vous nous donnerez aussi des informations sur l'épidémie en cours, son origine, les raisons expliquant aussi sa propagation sur le terrain, les moyens à disposition pour diagnostiquer et prendre en charge les malades, vraiment sur le terrain aujourd'hui. Voilà, professeur Yazdan Pana, le défi étant de résumer tout ça en 10 à 15 minutes, montre en main. Bon courage. Merci. Donc, merci tout d'abord pour votre invitation. Donc effectivement, je vais peut-être commencer à l'envers par rapport à ce que vous avez dit. C'est-à-dire que je vais commencer par un état des lieux de l'épidémie, des chiffres actuellement. Donc l'épidémie a débuté probablement en décembre 2013. Donc il y avait une question là-dessus. C'est en Guinée forestière que l'épidémie on a eu les premiers cas. Puis l'épidémie a touché 3 pays majoritairement, Guinée, Libéria et Sierra Leone. Et 3 autres pays ont eu des cas, mais beaucoup moins de cas. Les 3 autres pays sont le Mali, Nigeria et le Sénégal. Le Sénégal, juste un cas, mais le Nigeria, une trentaine de cas, et le Mali, une dizaine de cas, donc plus de cas. Mais la plupart des cas étaient dans ces 3 pays, Sierra Leone, Libéria et Guinée. Aujourd'hui, donc environ maintenant plus d'1 an après le début de l'épidémie, on a plus de 22 000 cas d'Ebola, en tout cas connus, il y a peut-être plus. On a, vous l'avez dit, 9 000 décès. Là encore, c'est des décès connus de l'Ebola. Il y a probablement plus que ça. Donc, la première question qui s'est posée, mais très rapidement dès le mois d'avril, parce qu'on n'avait jamais connu ça. Si on regarde un peu l'histoire de l'épidémie, des épidémies d'Ebola, la première épidémie en Afrique centrale, au Zaïre, en 1976. À la suite de cette première épidémie, il y a eu plusieurs épidémies, toujours en Afrique centrale, et notamment au Zaïre, et chaque fois le nombre de cas était moins de 500
personnes touchées. Et l'épidémie s'arrêtait. Donc la première spécificité de cette épidémie, si vous voulez, c'est lié au fait qu'on a un nombre très important de cas, plus de 20 000, ce qui n'a jamais été vu et qui a beaucoup surpris les gens, et après on va voir pourquoi. Alors, c'est une épidémie qui est liée à un virus qui a été pour la première fois, je vous ai dit, diagnostiqué au Zaïre en 1976, et après je reviendrai sur le mode de transmission de ce virus. Mais la première question qu'on s'est posée, c'est comment ça se fait qu'au cours de l'épidémie actuelle, on a eu autant de cas. Et avant, on avait toujours moins de 500, moins de 1000 cas. Et même nous, on a, notamment pour essayer de réfléchir aux problèmes de recherche, dès le mois d'avril, on se demandait s'il ne fallait pas commencer à réfléchir à des projets de recherche opérationnelle, de la recherche qui permet de lutter contre la maladie. Et on pensait, après avoir discuté avec ceux qui connaissent très bien le virus d'Ebola, parce qu'il n'y en a pas énormément, hein, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de cas dans le passé, et tout le monde pensait que ça allait s'arrêter. Alors pourquoi il y a eu autant de cas? Il y a probablement plusieurs raisons. Premièrement, jusqu'à maintenant, les épidémies d'Ebola, c'était au niveau de l'Afrique centrale. Dans les forêts, dans les villages assez isolés, il n'y avait pas énormément de routes. Ce n'était pas en milieu urbain. Là, pour la première fois, l'épidémie, c'était à l'intersection de... Ça a commencé vers Macenta, en Guinée, qui est vraiment très proche des zones frontalières avec Sierra Leone, avec le Libéria, avec un mouvement de population très important dans les urbaines. Donc ça favorisait la transmission, et l'épidémie a explosé dans ces pays-là. Donc une des premières raisons, c'est que jusqu'à maintenant, c'était vraiment dans des zones forestières, assez isolées, absence de routes, etc. Donc l'épidémie s'arrêtait assez rapidement. Là, beaucoup de mouvements de population, beaucoup de commerce entre les trois pays, dans les zones urbaines. Donc la transmission a été beaucoup plus importante. Deuxième raison, probablement, vous savez, Libéria, Sierra Leone, mais aussi un peu la Guinée, des pays qui ont connu la guerre. Moi, je connais bien le Libéria parce que ça fait 7-8 ans qu'on travaille sur le VIH au Libéria. C'est un pays où, quand on est arrivé il y a quelques années, 2005-2006, il n'y avait pas du tout de structure sanitaire. C'était Médecins sans frontières qui gérait la santé dans ce pays pendant des années. Donc, du coup, c'est un pays où les mesures d'hygiène ne sont pas optimales. Donc, du coup, finalement, l'épidémie a pu exploser de cette façon-là parce qu'on était dans des zones où non seulement il y avait des zones urbaines et les gens étaient très proches, donc la transmission se faisait de manière très importante, mais aussi parce que les structures sanitaires ne permettaient pas l'isolement des patients et de lutter contre la transmission de virus. Donc, probablement, c'est ça qui a fait que ça a explosé, qui a surpris tout le monde au niveau de la transmission, au niveau de l'ampleur de l'épidémie. Alors, comment le virus est arrivé dans ces zones-là, alors que la plupart du temps, les épidémies, c'est au niveau de l'Afrique centrale? Probablement par des mouvements de chauves-souris qui ont migré vers ces zones-là et qui ont été à l'origine de la transmission, même si ce n'est pas clair, et Bernadette reviendra là-dessus, probablement par la suite, mais probablement là aussi, on a beaucoup de choses à explorer. Donc, en gros, épidémie de grande ampleur, compte tenu, d'une part, des problèmes liés à l'hygiène dans ces pays-là, deuxièmement, des problèmes de proximité parce que c'est dans une zone urbaine, et troisièmement, probablement liés à des problèmes culturels, le rejet des gouvernements dans ces pays, donc le rejet du système aussi sanitaire, le rejet de l'isolement quand on dit qu'il faut mettre en place des mesures d'isolement. Alors, même si avec le temps, ça s'est amélioré, et ça, j'en parlerai plus tard. Alors, comment ce virus se transmet? Pour revenir aussi sur la question qui a été posée. Le virus se transmet à partir d'une personne malade. Déjà, il est très important de dire qu'une personne qui est porteur de virus mais qui n'est pas malade ne transmet pas. C'est vraiment les malades.
Ça veut dire les patients qui ont de la fièvre ou qui vomissent, qui ont de la diarrhée ou qui ont des hémorragies. Et ça se transmet comment? Ça se transmet de personne à personne par les sécrétions, par le contact. Votre question n'était pas facile, hein, parce qu'il y a un débat autour de ça, mais a priori, il n'y a pas de transmission respiratoire. La transmission, il y a eu des études qui ont été faites, notamment chez les patients qui ont pris l'avion alors qu'ils étaient malades, etc., des enquêtes autour de cas. Mais a priori, la transmission se fait de personne à personne, uniquement par les sécrétions ou éventuellement par les surfaces souillées par les sécrétions. Donc pas de transmission respiratoire ou aérienne. Alors, par ailleurs, quand quelqu'un est malade, alors on connaissait les personnes qui avaient l'Ebola, et on connaissait l'Ebola comme fièvre hémorragique. Et en fait, ce n'est pas une fièvre hémorragique, vraiment. Et ce mot a été d'ailleurs changé un petit peu parce que, en gros, il y a 3 phases de la maladie. Il y a une première phase où les patients ont de la fièvre pendant 2-3 jours, puis une deuxième phase où ils ont des signes digestifs, diarrhée, vomissement très important. Il y a eu des cas qui ont été rapportés chez les patients qui ont été rapatriés jusqu'à 10 litres, 15 litres de diarrhée par jour. Donc énorme. Et une troisième phase, qui est la phase hémorragique. Simplement, uniquement 15% des patients présentent des signes hémorragiques. La plupart des patients présentent fièvre et signes digestifs. Et quand on discute avec nos collègues libériens, guinéens, sierra-léonais, en fait, ils disent qu'au départ, ils prenaient ces patients-là pour des gastro-entérites. Parce que c'est une gastro-entérite. Ils n'avaient pas la notion que l'Ebola pouvait être ça. Et ça aussi, au début, ça a beaucoup participé à la transmission, notamment vers le personnel soignant. Donc ça, c'est la symptomatologie de la maladie. Et c'est ces patients qui ont beaucoup de diarrhée, beaucoup de vomissements, qui transmettent la maladie. Et probablement un patient qui a de la fièvre, qui arrive, et qui n'a pas encore de diarrhée, de vomissement, ces patients-là sont beaucoup, beaucoup moins contagieux qu'un patient qui arrive, qui a des diarrhées et des vomissements. Vous savez qu'aux États-Unis, donc, il y a eu une infirmière ou 2 infirmières chez qui il y a eu transmission. En Espagne, il y a eu un autre patient. Ces soignants, qui étaient les seuls soignants dans les pays du Nord qui ont été contaminés, l'ont été toujours auprès des patients qui étaient en réanimation, qui étaient dans les phases très avancées de la maladie, qui avaient 10 à 15 litres de diarrhée ou de vomissement par jour. Donc c'était très difficile. Et en général au moment des déshabillages. Mais ça, je reviens. Donc la transmission, vous voyez, surtout personne à personne, contact avec les sécrétions, parfois avec des surfaces souillées. Alors comment on se protège? En essayant de couvrir toute la surface corporelle pour éviter que la peau ou les muqueuses, les yeux, etc., soient en contact avec les sécrétions du patient. C'est pour ça qu'on s'habille en cosmonaute. Et on va le voir, c'est comme ça que dans les pays du Sud, dans des zones d'épidémie, on s'est habillé pour aller voir ces patients pour arrêter la transmission. C'est comme ça qu'ici, on voit les patients. Alors en plus, ici, on a des chambres à pression négative où on isole les patients pour éviter la transmission, etc. On met encore des masques, mais c'est plutôt pour couvrir que pour la transmission respiratoire. Donc vous voyez là, une fois que on se protège bien, normalement, il n'y a pas de transmission. On peut arrêter les chaînes de transmission. D'ailleurs, c'est très important de montrer qu'il y avait 2 pays africains, qui sont le Nigeria et le Libéria, où il y a eu des cas, il y a eu des transmissions, mais finalement, dans un pays comme dans l'autre, après une trentaine de cas dans l'un, une dizaine de cas dans l'autre, on a arrêté parce que finalement, on a très rapidement mis en place des mesures pour éviter la transmission. Alors que dans les autres pays, Libéria, Sierra Leone et la Guinée, c'était déjà parti. Et par ailleurs, je pense que le système sanitaire n'est pas comparable. Donc dans ces pays-là, et ça c'est un signe d'espoir majeur parce qu'on a arrêté
l'épidémie dans ces deux pays. Parce que vous savez que le Mali, par exemple, il y a une quinzaine de jours, on a dit que l'épidémie, il n'y avait plus d'épidémie, et le Nigeria, c'était pendant l'été. La situation actuelle de l'épidémie, c'est finalement, je crois que la semaine dernière, il y a au Libéria 4 cas, un peu plus en Guinée et encore un peu plus au Sierra Leone. Jusqu'à la semaine dernière, on disait qu'il y avait moins de 100 cas la semaine dernière, ce qui est un chiffre qui, par rapport à avant, est très bien. Mais attention, l'épidémie n'est pas finie. Vous savez, vous avez entendu dans les médias qu'ils ont ouvert les écoles, notamment au Libéria. Je pense que dans les 15 jours qui vont venir, c'est les 15 jours très importants parce que on va voir si ça va repartir. Alors malheureusement, il semble que cette semaine, il y a un peu plus de cas. Alors peut-être simplement alors Denis Malvy qui est parti en Guinée, qui à un moment donné devait venir, mais qui malheureusement, heureusement en Guinée ce soir, me disait, j'ai eu au téléphone, qu'en fait il y a des poches d'épidémies qui sont en train de se vider. Mais je pense que les 15 jours qui vont venir sont importants. Et il faut faire attention parce qu'il suffit qu'il y ait un patient qui arrive, on ne fasse pas attention et l'épidémie, de nouveau, va se répandre. En début d'été, on avait une diminution des cas et tout d'un coup, c'est reparti. En fait, c'est ça qui s'est passé. Les chercheurs français de l'INSERM et de l'Institut Pasteur ont publié un papier la semaine dernière dans cette infectious disease où ils disent que finalement, à Conakry, l'épidémie était vraiment diminuée et il y a eu 2 ou 3 patients qui sont arrivés et de nouveau c'est reparti. Donc je pense que même si on est très content parce que les choses semblent beaucoup mieux aujourd'hui, il faut qu'on soit très prudent, surtout à un moment où on est en train d'ouvrir. Et donc il faut être prudent. Alors, donc j'ai parlé un petit peu de l'épidémiologie, je vous ai parlé un peu pourquoi finalement cette épidémie est différente des autres épidémies. La transmission, je vous ai parlé de la clinique. Je vais dire un mot juste de traitement, même si Bernadette va plus détailler ce point-là. Donc j'ai 1 minute, c'est ça. Donc le traitement, je vous ai dit, 10 litres à 15 litres de diarrhée par jour. D'accord. La mortalité, c'est de l'ordre de 50%, mais attention, les personnes âgées, plus de 50 ans, la mortalité est beaucoup plus élevée que les jeunes. Les jeunes, c'est autour de 20%, alors que les personnes âgées, c'est autour de 60%. Donc il faut faire attention. Les enfants aussi, c'est élevé. Quel est le moyen que tout le monde avait à sa disposition pour lutter? Avant tout, réhydrater. C'était majeur, ça. C'était très important, on avait tous ça. Essayer de perfuser les malades et d'essayer de passer du sérum physiologique, etc., pour diminuer. Arrêter les diarrhées. Et après, tout ce qui est les traitements étiologiques, les antiviraux, les anticorps monoclonaux, le sérum de convalescent, etc. Pour l'instant, c'est dans le domaine de la recherche. On n'a pas pour l'instant de preuves scientifiques majeures pour dire que ça marche, mais c'est des traitements qui sont en cours d'évaluation. Voilà, donc message, Bernadette reviendra sur ça plus en détail. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir le professeur Yazdan Pana, qui nous a bien résumé la situation et le défi n'était pas simple dans le temps imparti. Peut-être je voulais juste vous faire réagir, professeur Yazdan Pana, sur un peu un sujet d'actualité. On a cru entendre là récemment des critiques contre l'Organisation mondiale de la santé, qui certains disent qu'elle n'a pas réagi assez vite. Apparemment, elle a commencé vraiment à prendre le problème à bras-le-corps en août 2014, alors que les premiers cas, c'était en mars. Voilà, j'entendais le directeur général de Médecins sans frontières qui critiquait à demi-mot l'OMS l'autre jour à la radio. On dit que c'est Jean-François Delfrécy aussi dans le quotidien du Messien qui disait bon, ça serait plutôt la branche Afrique de l'OMS. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que c'est toujours très facile de critiquer déjà. Bon, je pense qu'au-delà de l'OMS, tout le monde s'est trompé. Il ne faut pas dire que simplement l'OMS s'est trompé. Fin juin, même MSF était assez confiant sur l'évolution de l'épidémie. C'est en juillet que ça a commencé quand c'est reparti que les gens. Donc,
Vraiment, c'est une situation qui était exceptionnelle. Probablement, on est tous, nous y compris, on est un peu fautifs. On aurait dû prévoir les choses autrement. On aurait dû comprendre qu'on était on n'était pas dans les mêmes zones que les zones d'Afrique centrale, que l'épidémie allait probablement exploser. C'était facile de voir comme ça dans le milieu urbain. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est facile a posteriori de dire ça. Je pense simplement, bon, il faut essayer pour que ça ne se renouvelle pas. Et encore une fois, certainement, mais ce n'est pas que l'OMS. Hein. Je pense que d'une manière générale, on est parti un peu tard. Oui. Mais alors, si on pouvait recommencer, on n'aurait pas fait autrement. Mais c'est toujours facile de quitter. Je pense que je ne sais pas, alors je ne sais pas ce qu'il en pense Bernadette, hein, mais probablement on aurait dû anticiper, voilà, mais on ne l'a pas fait malheureusement. Mais je pense que d'une manière générale, ce qui est important aujourd'hui, c'est que dans les pays d'Afrique subsaharienne, il faut absolument les aider, parce que sinon on va reavoir la même chose pour que les structures d'hygiène dans les hôpitaux soient améliorées. Sinon, on va avoir cette histoire-là. Là, aujourd'hui, c'est l'Ebola. Demain, ça va être une infection respiratoire. Après-demain, ça va être autre chose, la tuberculose, etc. Ça va se répéter. Et pour avoir été là, il y a certainement beaucoup de gens ici qui vont... C'est une situation qui va se répéter. Et je pense qu'il faut surtout, au lieu de critiquer ces 2 derniers mois ou 3 derniers mois ou 4 derniers mois, essayer de faire un travail de fond sur l'hygiène en milieu hospitalier ou en milieu communautaire tout court en Afrique subsaharienne. Merci beaucoup pour cette précision. Je me tourne maintenant vers Bernadette Mur, qui va pour sa part nous dévoiler les grands axes de recherche actuels sur le virus Ebola, hein, recherche de traitement bien sûr, avec notamment ces essais sur des malades en cours en Guinée avec des médicaments antiviraux, on a parlé de Denis Malvy, mais aussi vous allez voir des recherches pour la mise au point de vaccins, d'outils diagnostiques utilisables sur le terrain, et puis même pour étudier aussi les survivants d'Ebola, pour voir s'il y a des séquelles, etc. Voilà, j'en dis pas plus. Bernadette Murk, même défi 10-15 minutes à peu près, si possible. Oui, ça va être un peu difficile aussi pour un sujet aussi vaste. D'abord, merci pour cette invitation et puis bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi d'être là. Alors, par où commencer? En fait, ce qui est important quand on a une épidémie, c'est d'abord de la reconnaître et d'identifier le pathogène qui est en cause. Alors, une des premières pistes de recherche qui découle de ça, c'est bien évidemment le diagnostic. Donc, identifier ce qui est à l'origine de cette épidémie. C'est vrai que, c'est pas oublié, mais ce qui s'est passé en Guinée en décembre 2013, le diagnostic n'a pas été fait immédiatement. Il y avait un enfant qui avait présenté de la fièvre, qui ensuite est mort, qui ensuite a contaminé au moment où il a été soigné d'autres personnes. Si on avait eu des structures pour faire le diagnostic et si on avait eu des tests de diagnostic pour faire le diagnostic d'Ebola, les choses auraient été plus vite. C'est vraiment l'élément principal. Alors, il y a une difficulté supplémentaire pour Ebola, c'est que le diagnostic, on est obligé de le faire, et Caroline, qui est en ligne à Lyon, en parlera, dans un laboratoire de haute sécurité. Ebola fait partie, comme quelques autres virus, essentiellement des virus, des pathogènes extrêmement dangereux. Donc, on travaille, qu'on ne peut utiliser, travailler, étudier que dans des laboratoires dits de haute sécurité. Et en France, il n'y en a qu'un seul, c'est le laboratoire P4 à Lyon. Voilà, donc ça nécessite quand même tout un équipement. Alors il peut y avoir ce qu'on appelle des laboratoires P4 mobiles qu'on peut transporter sur le terrain. Et c'est quand même ce type de laboratoire qui doit être utilisé pour faire le diagnostic. Donc vous voyez, le diagnostic se heurte déjà à une première difficulté. Il faut pouvoir avoir sur place un laboratoire où l'on puisse manipuler ce virus. Donc, il y a 2 questions qui se posent pour le diagnostic. C'est d'une part, comment peut-on faire pour faire du diagnostic en dehors d'un laboratoire P4, donc d'un laboratoire, y compris d'un laboratoire P4 mobile. La deuxième chose, comment est-ce qu'on peut avoir un diagnostic rapide? Parce qu'un diagnostic actuel tel qu'il est, le diagnostic de confirmation, nécessite une technique moléculaire dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle la PCR, c'est-à-dire on va identifier le génome du virus. C'est long, ça prend un peu du temps. Donc il y a des pistes de recherche maintenant pour avoir des diagnostics rapides, qui ne seront pas forcément pour détecter
le matériel génétique du virus, mais d'autres composants du virus. Donc, il y a plusieurs tests de diagnostic dits rapides qui sont en cours d'évaluation, parce qu'il faut bien sûr, après, être sûr qu'en utilisant un test de diagnostic comme ça, on ne va pas avoir un faux positif ou un faux résultat négatif, ce qui, dans les deux cas, serait dangereux. Donc voilà, donc ça, c'est des premières pistes de recherche. Alors, ça ne sera jamais un diagnostic de confirmation. Pour confirmer l'infection, il va toujours falloir manipuler le virus dans un laboratoire de sécurité et extraire le matériel génétique du virus. Mais ça permet, en période épidémique, de faire, et ce n'est pas vraiment un terme très heureux, mais un espèce de tri entre les patients qui ont une fièvre qui est liée à Ebola, très probablement, ou ceux qui ont une autre infection. Parce qu'un des problèmes, et je pense que Yazdan a dû en parler aussi, c'est qu'au moment où on a... un des premiers signes, c'est la fièvre et la fatigue, Ebola. Or, dans des pays, n'importe où, mais particulièrement en Afrique, de la fièvre et de la fatigue, ça peut être dû à vraiment des causes extrêmement diverses, en passant du paludisme, d'autres maladies infectieuses virales, des germes qui vont donner une gastroentérite. Voilà, donc la fièvre est le symptôme initial. Donc, il serait très important d'avoir un test de diagnostic en période épidémique qui permette de dire oui, cette personne a très probablement une infection liée au virus Ebola, ou non, pas du tout, c'est un palu ou c'est autre chose. Et donc, au niveau de la prise en charge des patients, on irait beaucoup plus vite. Alors ensuite, il faut, voilà, ça c'est sur les tests de diagnostic dits rapides, éventuellement faisables hors zone de confinement, c'est une piste de recherche extrêmement importante. Donc il y a des tests de diagnostic rapides en cours d'évaluation sur l'épidémie. Je ne sais pas si nous aurons des résultats, puisque l'épidémie est quand même en fin de course, si nous aurons des résultats qui pourront être exploitables, enfin les différentes équipes de recherche dans le monde. Alors ensuite, une fois qu'on a diagnostiqué un patient, il faut le prendre en charge. Donc Yazdan a parlé du traitement dit symptomatique, c'est-à-dire qu'il faut apporter des liquides de remplacement puisque les patients vomissent, ont des diarrhées. Il faut soigner la douleur, il faut soigner éventuellement des co-infections, notamment le paludisme qui représente une infection extrêmement fréquente dans ces pays. Mais voilà, est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce qu'on peut agir plus sur cette infection au niveau thérapeutique? Alors, la recherche sur les traitements, c'est pas simple. Il y en a eu. Et puis, en même temps, bon, c'est vrai que beaucoup de gens ont dit, mais on n'a pas fait beaucoup de recherches sur Ebola. Moi, je ne suis pas complètement d'accord parce que ce virus qui a été découvert en 1976, donc ça fait 40 ans quasiment, il y a eu dans le monde, enfin en Afrique, puisque c'était localisé en Afrique, quelque chose comme 1500 décès en 40 ans. Ce qui, en termes de santé publique et sans être cynique, n'est pas énorme. Ça ne fait pas beaucoup. Les morts en France, je ne sais pas combien de gens meurent de la grippe chaque année. Tu as peut-être plus les chiffres, moi je ne les ai pas en tête. Mais voilà, ce n'est pas énorme, surtout à l'échelle d'un continent comme l'Afrique. Donc voilà, faire des recherches, oui, mais il faut qu'il y ait un but au final. Les compagnies pharmaceutiques qui vont développer des traitements vont pas consacrer des millions d'euros ou de dollars pour soigner 2000 patients en 40 ans. Ça n'a pas de sens. Donc ce qui a donné un coup de boost à la recherche sur les traitements et les vaccins sur Ebola, c'est en fait le 11 septembre 2001 et le terrorisme, avec la peur, et puis ensuite ce qui s'en est suivi, donc les attaques avec l'anthrax, et la peur d'avoir une attaque bioterroriste liée avec un virus venant d'Ebola, trafiqué ou autre. Donc les États-Unis, principalement, ont énormément investi dans la recherche sur les traitements et les vaccins. Donc on a eu vraiment depuis 2001 pas mal d'avancées. Il y a d'autres équipes dans le monde qui, sur un plan très en amont, très académique, ont essayé aussi d'avancer pour identifier des nouvelles molécules, des nouvelles cibles virales sur lesquelles on pourrait agir. Voilà, mais après, dans une phase de développement, c'est surtout des financements, on va dire, américains qui ont permis d'avancer sur ce point. Mais voilà, après, on peut démontrer que le virus, que la molécule qu'on aura identifiée est active sur un virus,
on appelle ça en culture, dans un laboratoire, alors qu'on met dans des cellules, ça va se multiplier, et puis on va voir si le traitement qu'on a élaboré est efficace. Ensuite, il va falloir passer sur un modèle animal. Et le modèle animal, et Caroline en parlera, ce sont les primates non humains. Autrement dit, des singes, enfin c'est des petits singes, une espèce de singe particulière. Et ensuite, on peut passer chez l'homme, avec toutes les phases assez compliquées. Alors, quand on passe chez l'homme, il faut d'abord prouver que ce traitement est bien toléré et ne donne pas d'effets secondaires majeurs. Donc, on l'administre à des gens qui ne sont pas malades, bien sûr, qui sont au contraire en bonne santé, sur un petit nombre de patients. Et ensuite, pour aller plus loin, il va falloir le donner à des gens qui sont malades. Et si on veut montrer son efficacité, on est obligé de passer par ce qu'on appelle des essais cliniques qui sont faits en période épidémique. Le problème, c'est qu'on n'a jamais eu d'épidémie suffisamment longue dans le temps et ayant touché un nombre suffisant de personnes pour qu'on puisse lancer un essai clinique de ce type. Ce qui explique que quand cette épidémie d'Afrique de l'Ouest est arrivée, eh bien, il y avait des molécules qui étaient prêtes, qui avaient été testées dans les différents systèmes, que ce soit cellulaire ou dans le modèle animal, qui avaient, pour certaines, déjà démarré les tests pour vérifier qu'elles étaient sans danger chez les patients, chez les personnes chez lesquelles elles étaient administrées, mais on n'avait jamais pu monter un essai clinique en période épidémique. Parce que monter un essai clinique, il y a un autre challenge derrière, c'est qu'en général, quand vous allez essayer une molécule pour traiter, je ne sais pas, mettons le VIH, on a du temps en général. Ce n'est pas une urgence absolue. C'est quelque chose qui va prendre du temps parce qu'il faut écrire le protocole de recherche. Il faut ensuite avoir une validation par les comités d'éthique. Il faut que tous les aspects réglementaires soient cohérents. C'est une démarche longue. C'est vraiment, et l'éthique est quelque chose de primordial là-dedans. Donc, ça prend du temps. Ça prend, on va dire, entre 7 et 8 mois, quelque chose comme ça. Là, le temps de l'épidémie, c'est un temps très court, même si ça nous semble un peu long, mais c'est quand même un temps court pendant lequel on peut intervenir. Donc ça veut dire qu'il faut raccourcir considérablement tous ces délais. Et au lieu d'avoir du temps devant soi, on va dire entre 8 mois et 1 an, il faut avoir tout bouclé en 2 mois, ce qui est vraiment un autre challenge. Voilà, donc il y a effectivement des molécules thérapeutiques qui sont... au moins 2 qui sont testés durant cette épidémie dans un essai extrêmement... voilà, c'est un projet de recherche. Hein. Ça ne va pas plus loin. C'est pour tester l'efficacité de ce médicament dans un groupe de personnes malades, mais limitées. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va concerner 3000 personnes. Donc ça, c'est un point. Et au niveau des molécules qui peuvent agir... dont on espère qu'elles aient une efficacité. Bon, il y a soit des molécules qui vont agir sur le virus et empêcher qu'il se multiplie dans l'organisme. Et on a tendance à dire que plus on intervient tôt, au moment où les symptômes se déclarent, plus on a des chances, avec un médicament antiviral, d'empêcher peut-être l'évolution de la maladie. Ça, on peut encore rien dire pour le moment, mais voilà, c'est l'idée. Ensuite, durant la course de l'épidémie, enfin, au fur et à mesure que la maladie évolue, ce n'est pas tant la multiplication du virus qui va être à l'origine de la sévérité de la maladie, plutôt on va dire une réponse de l'hôte, donc de l'individu lui-même, qui est inadaptée par rapport à l'infection. Donc, une piste pour agir à ce niveau-là, c'est peut-être d'utiliser des molécules qui vont agir sur la réponse immunitaire ou inflammatoire de l'individu. Donc là, il n'y a pas encore eu d'essais cliniques faits en ce sens, parce que pour une question aussi de temps, hein, on ne peut pas tout faire en même temps, on ne peut pas comparer toutes ces molécules en même temps. Voilà, donc on peut soit intervenir en empêchant la multiplication du virus, soit au contraire essayer de booster, entre guillemets, la réponse de la personne malade. Donc ça, c'était le versant traitement. Ce qui est encore mieux, c'est si on peut prévenir l'infection. Et pour la prévenir, eh bien évidemment, c'est la vaccination. Et vous avez tous, j'imagine, entendu parler des essais qui sont conduits. Et là encore, un challenge énorme, parce que ces boîtes pharmaceutiques qui développent les vaccins, il y en a 3 pour le moment,
En général, leur programme de développement, ça prend, on va dire, entre 8 et 10 ans pour arriver à mettre un vaccin sur le marché. C'est une démarche extrêmement longue, extrêmement lourde. De la même manière, là, on va dire qu'au lieu de 6 ans, les choses ont été raccourcies dans un délai de 6 mois et que maintenant, il va y avoir un essai à vaste échelle qui va être conduit au Libéria dans un premier temps sur près de 25 000 personnes pour tester un vaccin qui est développé par une boîte pharmaceutique, et ce n'est pas un mystère d'ailleurs, qui s'appelle GSK. Voilà, donc ça, c'est les diagnostics, traitements, prévention, sont les choses essentielles pour identifier l'infection, prendre en charge les patients et si on veut prévenir de futures infections. Alors après, il y a d'autres questions de recherche qui se posent. C'est par exemple, pourquoi l'épidémie a émergé maintenant en Afrique centrale alors qu'il n'y en avait jamais eu? C'est pas complètement... c'est pas quelque chose qui était complètement impossible dans la mesure où les chauves-souris qui transmettent ce virus, qui est l'élément initial, sont également dans cette zone d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le sud de l'Afrique de l'Ouest. Mais pourquoi à ce moment-là, on connaît à peu près l'événement qui s'est produit et comment peut-être la première personne s'est infectée. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est par exemple, est-ce qu'il y a d'autres foyers qui peuvent venir directement par une transmission animale? Pourquoi certaines zones sont peu atteintes alors que d'autres sont vraiment beaucoup atteintes? Est-ce que, aussi une autre question sur laquelle on ne sait pas grand-chose, on peut être infecté par le virus sans faire de symptômes, ce qu'on appelle des formes asymptomatiques. Une minute. Et ces formes asymptomatiques, des gens ont le virus, vont le multiplier, mais ils ne vont pas faire de symptômes. Et alors, est-ce qu'ils sont a priori pas capables de transmettre la maladie, puisque Yazdan disait très bien qu'on est infectieux qu'à partir du moment où on présente des symptômes. Mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir est-ce qu'il y a quand même malgré tout des gens qui, en étant infectés, vont pas faire de maladie, et pourquoi certains, au contraire, vont faire des formes extrêmement sévères. Donc là aussi, il y a tout un tas de recherches qu'il serait nécessaire de conduire. Mais on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Je pense qu'on on peut applaudir aussi Bernadette Murg. Je suis désolé de vous couper, mais comme ça, on respectera bien les 20h30 à la fin. Juste, je rebondis sur un petit point aussi d'actualité. J'ai écouté encore la radio l'autre jour et Ségolène Royal qui était invitée dans Tous Politique sur plein de sujets, tout sauf Ebola. Mais à un moment, elle a sorti cette phrase et je me la suis notée. Je me suis dit, il faut que je fasse réagir les intervenants. Elle a dit, vous savez que l'épidémie actuelle d'Ebola est due à la déforestation. Alors, est-ce qu'il y a des pistes de recherche parce qu'on entend aussi parler du rôle du changement climatique, de la déforestation, etc. là-dessus. Est-ce qu'il y a des pistes de recherche là-dessus pour essayer de comprendre pourquoi ça explose comme ça a explosé ça, c'est des causes un peu environnementales. Il peut y avoir. Dans le cas d'Ebola, c'est pas tellement. Disons, les chauves-souris se foutent un peu enfin, pas complètement. Les chauves-souris qui transmettent Ebola sont des chauves-souris, ce qu'on appelle frugivores, et qui donc se nourrissent de fruits, donc ont bien besoin évidemment d'arbres fruitiers. Si on les enlève tous, ces arbres fruitiers, il est bien évident qu'elles vont être un peu malheureuses et qu'elles iront chercher leur nourriture ailleurs. Mais ça peut être... je ne sais pas quelle est la situation de la forêt en Guinée et s'il y a eu une déforestation massive. En tous les cas, il y a quand même des arbres puisqu'il y avait suffisamment d'arbres avec des fruits pour que les chauves-souris viennent se nourrir. Alors, c'est vrai que c'est évoqué dans beaucoup d'émergences virales, et notamment en Afrique, mais c'est un des facteurs et c'est vraiment pas le seul. C'est vraiment... il n'y a jamais un seul facteur qui va être à l'origine d'une émergence de ce type. Merci beaucoup pour cette précision. On va maintenant passer à Lyon, où Caroline Carbonel va pour sa part nous expliquer comment on étudie un virus aussi dangereux qu'Ebola dans son laboratoire de haute sécurité, le laboratoire P4 INSERM Jean Marieux. Puis on va voir le rôle stratégique vraiment qu'a eu ce laboratoire dans la lutte contre l'épidémie actuelle, que ce soit pour caractériser la souche virale qui est en cause dans l'épidémie en cours, ou bien encore pour tester des médicaments, des vaccins, etc. Voilà, j'en dis pas plus. Caroline Carbonel, vous avez aussi 10 à 15 minutes avant les questions du public. D'accord. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation et bonsoir à tous. Donc effectivement, avant de détailler le rôle du laboratoire P4 de Lyon dans le combat, dans la lutte contre le virus Ebola actuel, je vais commencer quand même par vous expliquer ce qu'est un laboratoire P4, tel que le laboratoire P4 INSERM Jean Marieux.
Alors, les laboratoires P4, ce sont des zones dites de haut confinement qui sont dédiées à l'étude et donc la manipulation des agents les plus pathogènes, les plus dangereux pour l'homme, que sont les agents du groupe de risque 4. Alors, en effet, il faut savoir que les agents biologiques sont classifiés selon leur dangerosité pour l'homme et la collectivité. Et ces groupes vont du groupe 1, qui concerne les agents qui sont non pathogènes pour l'homme, qui n'induisent pas de maladie, vers le groupe de risque 4, qui est le plus élevé et qui, en fait, comprennent les agents qui répondent à une définition extrêmement précise. Donc, ces agents provoquent des maladies graves et très sérieuses chez l'homme et ont un taux de mortalité élevé. Alors, notamment dans le cas d'Ebola, vous avez dû bien l'entendre, ces taux de mortalité peuvent varier entre 20, 30, jusqu'à 80% de mortalité des personnes infectées. Ce sont des agents qui provoquent des maladies pour lesquelles il n'y a ni traitement ni vaccin. Et ce sont des agents qui sont caractérisés donc, par une transmission, on en a parlé tout à l'heure, homme à homme, extrêmement facile. Tous les représentants de ce groupe de risque 4 sont actuellement des virus, uniquement des virus. Et ces virus sont responsables de fièvre hémorragique. Alors on a bien sûr le virus Ebola, mais pas seulement. Un virus apparenté qui s'appelle le virus Marburg. Le virus Lassa, qui lui sévit de façon assez régulière aussi en Afrique de l'Ouest. Des petits cousins qui ont provoqué des flambées en Amérique du Sud, qui sont appelés virus du Nouveau Monde, qui sont Guenarito, Sabia, Machupo, Lucho, le virus de Crimée-Congo qui lui touche les populations majoritairement en Afrique, Moyen-Orient, Asie et aussi les Balkans. Et on a également des virus qui provoquent des encéphalites gravissimes tels que les virus Nipah et Hendra qui ont été identifiés à la fin des années 90 et qui sévissent principalement dans les régions d'Asie. Alors compte tenu de leur dangerosité, vous avez bien compris, ces virus donc, sont les plus pathogènes pour l'homme. Les structures qui sont conçues pour les étudier, pour les manipuler, doivent répondre à un double impératif. Celui de protéger les chercheurs qui les manipulent, bien sûr, mais aussi de protéger l'environnement, c'est-à-dire éviter la dissémination de ces agents vers l'extérieur. Donc pour répondre à ces objectifs, il y a des mesures qui sont très strictes, des procédures et des mesures techniques, technologiques qui sont mises en place. Parmi celles-ci, on notera notamment l'air du laboratoire qui est en pression négative, afin d'éviter que l'air puisse s'échapper de cette structure. Des chercheurs qui travaillent dans ce laboratoire qui ont une formation vraiment spécifique, très rigoureuse, et qui sont donc habilités pour travailler et qui évoluent en scaphandre. Alors on parlait tout à l'heure de cosmonautes, effectivement, ce sont des scaphandres qui sont en surpression, gonflés, et qui permettent en fait d'éviter tout contact avec les agents et l'environnement du laboratoire. Il y a aussi l'ensemble en fait, des déchets qui sont générés lors des expérimentations, qu'ils soient solides ou liquides, sont complètement inactivés par des mesures, des méthodes qui sont sûres et validées. Et enfin, on peut aussi parler de l'air du laboratoire qui est filtré par des systèmes de filtration absolus. Donc on a un grand nombre de mesures de sécurité qui sont par ailleurs à minima doublées et le plus souvent triplées pour s'assurer d'une sécurité optimale de ce qui est manipulé à l'intérieur de ce laboratoire, mais aussi donc des chercheurs qui manipulent. Donc si je peux parler un petit peu plus du laboratoire P4, donc actuellement il y a environ une vingtaine de laboratoires de P4 dans le monde entier, dont 8 opérationnels en Europe. Et parmi ces laboratoires européens, le laboratoire P4 INSERM Jean Merlieu de Lyon est celui qui offre la plus grande capacité d'expérimentation, et en particulier en expérimentation animale. Bernadette en parlait un petit peu tout à l'heure, puisque c'est le seul en Europe qui offre la possibilité de réaliser des expérimentations sur l'ensemble des modèles animaux qui sont pertinents pour l'étude de tous les agents de classe 4 et qui vont du rongeur aux primates non humains. Alors ce laboratoire, c'est le seul laboratoire, pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est le seul laboratoire civil en France qui est autorisé à recevoir et à manipuler des agents du groupe de risque 4. Il est opérationnel depuis plus d'une dizaine d'années, même presque 13 ans maintenant, puisqu'il est rentré en activité à la fin des années 2001. Donc depuis plus de 10 ans, les gens qui travaillent au sein de ce laboratoire manipulent, Ebola en particulier, mais l'ensemble des agents du groupe de risque 4. Alors ce laboratoire, il a été construit sur fonds privés, à l'initiative d'un grand entrepreneur et scientifique lyonnais qui s'appelle le docteur Charles Merlieu, et qui était vraiment très sensible à la nécessité de développer des recherches pour lutter contre ces virus, ces maladies infectieuses, qui sévissent majoritairement dans les pays en voie de développement. Après 3 années d'activité, et selon la volonté du docteur Charles Merlieu, le laboratoire a été cédé à l'État,
Et c'est naturellement l'INSERM, compte tenu de ses missions, de sa vocation, santé publique, santé humaine, qui s'est vu confier la gestion de ce laboratoire. La direction générale de l'INSERM a ainsi décidé, alors c'est important de le souligner, puisqu'ils ont vraiment décidé une organisation de cette infrastructure unique dans le monde encore à l'heure actuelle pour ce type de structure, puisqu'ils ont décidé la mise en place d'une grande infrastructure de recherche au service de la communauté scientifique, qu'elle soit académique, privée, nationale ou internationale, et donc vraiment se rendre à leur service, leur offrir l'opportunité de manipuler des agents de classe 4 s'ils le nécessitaient dans le cadre de leur développement. Donc une équipe INSERM a été mise en place à partir de cette date, entièrement dédiée à la gestion de l'outil, et afin de répondre à l'ensemble des missions qui sont inhérentes à ce type de laboratoire. Donc ces missions, elles sont nombreuses et diverses. On peut parler notamment de la maintenance des équipements qui sont nécessaires au fonctionnement de cette infrastructure pour permettre vraiment un fonctionnement ininterrompu, pour que le confinement reste vraiment 365 jours sur 365. Aussi une mission extrêmement importante, bien sûr, de sûreté, de sécurité biologique, de formation des personnels qui doivent rentrer dans cette infrastructure, mais aussi un rôle fort de développement de capacités pour les activités de diagnostic et de recherche. Alors, si on parle de diagnostic, le laboratoire P4, dont j'en ai dit quelques mots tout à l'heure, est la seule structure en France autorisée à recevoir et donc à analyser, étudier des prélèvements de patients qui sont suspectés d'être infectés par des agents du groupe de risque 4. C'est d'ailleurs dans ce contexte, et donc pour ce qui nous intéresse un peu plus particulièrement ce soir, que c'est donc au laboratoire P4 qu'a été caractérisée la souche Ebola qui sévit actuellement en Guinée, et ce, dès mars 2014. Alors, de par sa vocation de santé publique, bien sûr, le laboratoire P4 est aussi extrêmement impliqué dans les actions pour porter assistance au personnel, aux populations qui sont touchées par ces épidémies. Et dès mars 2014, des personnels du laboratoire, alors dans le cadre d'un partenariat français sur un projet européen, ont été amenés à se rendre sur le terrain, et ce, à nombreuses reprises, pour des activités de diagnostic. Alors Bernadette l'énonçait un petit peu tout à l'heure, le diagnostic sur le terrain est vraiment extrêmement important, de pouvoir aller au cœur de la population. Alors dans des structures particulières, qui sont des laboratoires P4 mobiles, qui ont été également énoncés par Bernadette. Donc ce sont des structures qui permettent de se déplacer sur les lieux, sur les foyers d'infection, et qui permettent tout de même de travailler en toute sécurité et de manipuler cet agent extrêmement, extrêmement dangereux. Donc, les personnels du laboratoire se sont rendus à plusieurs reprises et ont participé à l'identification, la confirmation des cas sur place pour permettre de limiter un maximum les cas de personnes non diagnostiquées et de limiter la propagation à la population. Alors, toujours dans le cadre de diagnostic et toujours sur les sujets des laboratoires P4 mobiles, le laboratoire P4 de Lyon a également été mandaté par la Commission européenne pour le développement, pour la création d'un nouveau concept de laboratoire P4 mobile, justement, un laboratoire plus ergonomique, plus adapté aux conditions de terrain et qui permet de faire des prélèvements, des analyses un peu plus approfondies. Et ce laboratoire sera d'ailleurs déployé en Guinée le mois prochain, en complément et vraiment en support des équipements qui sont déjà actuellement en Guinée, puisque tout de même, on parle peut-être d'une diminution de cette épidémie, mais comme l'a dit Yazdan, je pense qu'il faut quand même rester prêt et rester actif pour s'assurer que l'épidémie va vraiment ralentir. Et d'autre part, ce laboratoire P4 a une mission très importante, donc le P4 mobile sur le terrain, a une vocation très importante de formation des personnels locaux, puisqu'il nous semblait vraiment primordial de pouvoir s'assurer d'une transmission du savoir-faire de diagnostic et ainsi une pérennisation dans ces pays de ces méthodologies et de ces techniques. Alors ensuite, si on part un peu plus sur le penchant recherche, compte tenu de ses grandes capacités, de son expertise et son expérience, le laboratoire P4 de Lyon participe à de nombreux projets sur les différents axes de recherche qui ont été énoncés par Bernadette, donc qui ont pour objectif le développement d'outils diagnostiques avec des participations aux validations des outils de diagnostic rapides, donc qui peuvent être utilisés directement sur le terrain au lit du patient, une participation à des développements
plus standardisée de tests de diagnostic, puisque actuellement il y a vraiment très peu de tests standardisés et un accent très important a été mis donc, pour le développement de ce type de méthodologie. Mais également, bien sûr, une implication dans les recherches visant à développer des vaccins et des traitements. Alors, les actions qui sont conduites par Laboratoire P4 dans ce cadre vont des approches préliminaires en milieu cellulaire, donc l'observation en cellules et l'identification de molécules qui pourraient avoir un effet antiviral contre le virus Ebola. Aussi à la caractérisation, alors on n'en a pas beaucoup parlé, mais d'un pouvoir neutralisant, on réfléchit quand même à la possibilité éventuellement de pouvoir traiter des patients par de sérums des patients qui auraient survécu à l'infection grâce à la production d'anticorps. Et on cherche à savoir si ces anticorps sont neutralisants, s'ils peuvent vraiment bloquer la propagation du virus dans l'organisme d'un personnel infecté. Donc ce test d'effets neutralisants sont également réalisés au sein de notre structure. Mais également une implication très forte, et ça de par sa capacité unique en Europe, sur tout ce qu'on appelle test préclinique, test sur l'animal, pour tester l'efficacité de différentes molécules à visée thérapeutique ou vaccinale, donc dans le modèle animal, et notamment en primate non humain, qui est le seul modèle pertinent pour le virus, enfin pour les maladies à virus Ebola. Donc voilà, je pense que ce laboratoire, en plus de par sa vocation santé publique, c'est vraiment mobilisé, alors bien sûr, en lien et dans le cadre de la coordination nationale de lutte contre le virus Ebola, et essaye vraiment d'être présent et d'être extrêmement réactif sur l'ensemble des axes de recherche qui ont été développés. Alors juste pour conclure, quand même, je pense qu'il est vraiment très important de souligner la mobilisation extrêmement importante de l'ensemble de la communauté scientifique et médicale pour pouvoir développer à court terme donc des moyens, des méthodologies, des moyens de lutte contre le virus Ebola, notamment pour l'épidémie qui est en cours. Et ne pas oublier l'importance des recherches qui sont menées depuis déjà plusieurs années. On parlait d'identification du virus Ebola en particulier depuis 40 ans. Et donc des recherches aussi à visée fondamentale, donc qui elles visent à mieux comprendre le virus pour essayer de comprendre donc son mécanisme, son mode de propagation, et qui permettront aussi peut-être de développer des outils de lutte, mais dans un terme un peu plus lointain, à plus long terme. Mais ces études sont vraiment importantes pour le virus Ebola, mais également pour l'ensemble des agents de classe 4, pour permettre vraiment de lutter contre ces maladies infectieuses qui sévissent, je répète une fois de plus, majoritairement dans les pays en voie de développement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on peut l'applaudir également. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a compris que dans la lutte contre Ebola, votre laboratoire est quand même un peu central, enfin au départ en tout cas, pour caractériser la souche, tester des médicaments. Je sais que vous avez notamment fait les évaluations du fameux Favipiravir, cet antiviral qui est utilisé actuellement sur des malades en Guinée. Alors du coup, par exemple, sur cet exemple-là, le Favipiravir, maintenant qu'on le teste sur vraiment la zone de l'épidémie, est-ce que vous continuez quand même des recherches, je ne sais pas, pour essayer d'améliorer les doses, peut-être sur des primates, ou de combiner des médicaments? Est-ce que les recherches continuent, par exemple, sur ce médicament, alors qu'il est déjà testé en phase clinique sur vraiment des patients? Oui, bien sûr. Il y a un axe de recherche qui continue sur des molécules telles que le Favipiravir. Je pense que c'est extrêmement important de pouvoir s'assurer d'optimiser ces essais cliniques, ces traitements. Donc effectivement, il y a des axes de recherche qui sont mis en place et qui sont réfléchis pour tester, optimiser l'efficacité de telles molécules et aussi optimiser la dose, s'assurer que les doses qui sont injectées aux patients sont les plus optimales possibles et voir si effectivement la combinaison avec d'autres molécules ne pourrait pas induire une efficacité plus importante. Merci beaucoup pour cette précision. On va laisser la parole au public. Voilà, nos 3 intervenants sont vraiment à votre disposition. Profitez-en. Voilà, donc il suffit de lever la main bien haut. Il y a des micros à disposition. On va vous les amener. Alors, toutes les questions sont les bienvenues. On est entre nous. Il n'y a pas de mauvaises questions. N'hésitez pas. Une seule règle, par contre, c'est des questions courtes si possible et des réponses courtes aussi pour qu'on puisse en prendre le maximum. Donc redonnez bien votre micro une fois que vous avez posé les questions. Voilà, allez-y. Bonsoir. Merci pour vos interventions. Est-ce qu'il est facilement détectable, la forme asymptomatique de Ebola par PCR? Et est-ce que la souche actuelle du virus Ebola
est similaire ou est-ce qu'il est différent des autres souches qu'on a détectées depuis 1976 ? Alors voilà, c'est une question compliquée. Les formes asymptomatiques, en fait, le virus, on ne peut pas vous dire si on peut vraiment le détecter avant les premiers symptômes, les premiers signes cliniques. A priori, il semblerait que non, parce que même chez des patients qui présentent des symptômes, parfois il faut refaire le diagnostic 2 jours après pour confirmer qu'il s'agit de cette infection. Il y a peut-être une multiplication du virus extrêmement longue. Donc, dire chez un patient asymptomatique, on va dire qu'il était asymptomatique parce qu'on va regarder s'il a fait des anticorps contre le virus, s'il a développé une réponse immunitaire, et pas en recherchant le virus. C'est vraiment, on va venir après. D'ailleurs, de toute façon, le virus dans le sang, on ne le retrouve pas très longtemps. On va le retrouver, on va dire globalement, entre 10 et 15 jours, mais pas au-delà, pas dans le sang en tous les cas. Donc, il faudra vraiment arriver au bon moment pour être sûr, peut-être, mais vraiment avec très peu de probabilité, détecter le virus. Donc on va dire que la personne a pu être en contact avec le virus Ebola parce qu'elle a développé des anticorps qui sont spécifiquement dirigés contre Ebola. Alors je ne me souviens plus de la deuxième question. C'est la souche, est-ce qu'elle est vraiment différente de celle isolée au départ? Alors soit moi, soit Caroline, mais enfin, puisque tu as participé à l'identification, je te laisse répondre. Alors Caroline Carbonel, la souche en question, est-ce qu'elle est très différente? Non, elle n'est pas très différente. Il y a eu quelques mutations qui ont pu être observées, mais majoritairement, on est quand même proche de la souche Zaïre qui sévit en Afrique centrale. Donc il y a quelques mutations, mais qui n'empêchent pas, de toute façon, ça on a pu l'observer, que ce virus soit extrêmement pathogène. Et non, il y a eu des mutations, mais les mutations sont pas, on va dire, flagrantes. Globalement, le virus est quand même très proche du virus qui sévit en Afrique centrale. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Allez-y, monsieur, au premier rang. Bonjour. On peut être émerveillé par la capacité scientifique moderne. Et si on se replaçait d'il y a un siècle ou au fin du 19e siècle, un virus Ebola, il faisait des ravages comme la peste en Europe, peut-être? Comment? Ah si, c'est arrivé. Tu compléteras, mais il n'est pas du tout évident qu'on peut imaginer qu'Ebola a été confiné dans la population animale pendant de nombreuses années et qu'à l'occasion d'un contact, peut-être que la déforestation peut jouer si on va chercher de la nourriture et notamment. Alors, il y a un élément intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme. C'est souvent le primate, les singes, les grands singes, chimpanzés ou gorilles, dans les forêts d'Afrique centrale. Donc, les gorilles, eux, peuvent être infectés par les chauves-souris directement. Lorsqu'ils sont infectés, ils vont être comme les hommes, ils vont développer une maladie. Et ils vont en mourir, d'ailleurs. Et il y a eu, d'ailleurs, au Gabon, il y a une dizaine d'années, vraiment une mortalité extrêmement importante chez les grands singes, qui a été très inquiétante, parce qu'eux aussi, c'est une espèce en voie de disparition, donc c'est quand même un peu compliqué. Et comme vous savez, les populations africaines dans certains pays d'Afrique centrale mangent de la viande dite de brousse, que ce soit des primates, que ce soit des antilopes, que ce soit des chauves-souris elles-mêmes contaminées. C'est comme ça qu'on se contamine. Donc si on avait eu une épidémie d'Ebola en Afrique centrale il y a un siècle, pourquoi pas? Mais alors, elle est restée en zone forestière extrêmement confinée. On pouvait imaginer qu'à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de déplacement des populations et que l'épidémie, elle a attaqué, elle a infecté toutes les personnes qu'il fallait infecter, elle s'arrêtait d'elle-même d'une certaine manière. C'est pas complètement inconcevable. Mais je ne sais pas si dans la littérature, y compris scientifique, il y a eu mention d'épidémies de ce type qui auraient été... parce qu'une mortalité aussi grave, enfin, c'est quand même au minimum 50% des patients qui meurent globalement. Hein. Donc la mortalité est plutôt entre 50 et 90%. Il y a des épidémies où la mortalité a été de 90% quand même. Donc je pense qu'on en aurait peut-être su quelque chose. Ou alors ça s'est passé dans une zone extrêmement reculée de la République démocratique du Congo ou d'une autre région et en pleine zone forestière. Alors, moi, personnellement, je pense que s'il y avait cette maladie en Europe, ça n'aurait pas fait autant de ravages. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que l'Ebola, ce n'est pas si transmissible que ça. C'est une maladie très grave. C'est une maladie pour laquelle il n'y a pas de traitement. Donc ça fait très peur.
mais la transmissibilité, ce n'est pas aussi important que ça. Par exemple, on peut le comparer plus que la peste, peut-être avec la grippe. La grippe est très transmissible, et d'autre part, ce qui se passe avec la grippe, c'est que la transmission commence avant même que vous deveniez symptomatique, 24 heures avant. Alors que pour l'Ebola, c'est quand vous devenez symptomatique, et même probablement 24 à 48 heures après. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile, rien qu'en isolant un malade, d'arrêter la transmission. Ça s'est passé comme ça parce que les mesures d'hygiène sont vraiment pas bonnes, parce qu'on n'a pas identifié la maladie au début. Donc je ne suis pas sûr, alors après on est en train de faire la science-fiction, mais je ne suis pas sûr qu'en même au Moyen-Âge, on aurait eu... parce que je pense qu'on peut facilement le... Voilà. Alors, par contre, la densité de population, c'est en faveur. Hein. Ça, c'est... Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, je vois des bras qui se lèvent. Je vous laisse gérer avec les micros. Bonsoir. Moi, j'ai une question par rapport à la culture. Vous aviez dit au début que la culture jouait dans la transmission. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Alors, je vais essayer de commencer après parce que... Alors, je pense qu'il y a déjà un certain nombre... Il y a des gens dans la salle, d'ailleurs, qui connaissent peut-être probablement mieux que moi. Mais il y a déjà des rituels, notamment au niveau des décès. Quand il y a des patients qui sont décédés, tout ce qui se passe autour des patients décédés qui fait qu'il y a une probabilité de transmission plus importante. D'autre part, je pense que ce qui s'est passé, c'est ce que je disais, c'était que quand il y a eu cette maladie, il y a eu pas mal de papiers au début, d'articles au début qui ont décrit un peu ce qui s'est passé. Dans ces pays-là, il y a pas mal de méfiance envers les autorités. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, on a commencé à dire qu'il faut isoler les patients. Alors, isoler les patients, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez à l'hôpital pour de la fièvre et des diarrhées. On dit, vous êtes suspect d'Ebola, vous rentrez dans une zone et vous ne sortez plus. Et quand vous êtes un patient, c'est peut-être même au-delà de la culture, quand on vous dit ça, par rapport à un système de santé à qui vous ne faites pas forcément non plus très confiance, du coup, vous n'avez pas envie d'y aller. Et il y a eu beaucoup de méfiance, et donc les patients ne sont pas allés. D'autre part, si on savait qu'il y avait un traitement derrière, et que si on va vers l'hôpital, on meurt moins, peut-être qu'on serait allé beaucoup plus vers l'hôpital. Là, en plus, on sait, ou on savait, ou la population savait qu'il n'y avait pas, finalement, de médicaments contre la maladie. Ça, on l'a connu avec le VIH. Une fois qu'on a commencé à avoir des médicaments, les patients sont venus beaucoup plus. Quand vous n'avez pas des médicaments, vous n'y allez pas. Donc, c'était une question de confiance. Donc, en gros, vous allez à l'hôpital pour simplement être isolé. Et tout ça a fait que la population n'est pas allée vers les structures sanitaires. Donc, du coup, l'isolement n'a pas marché. Donc, la maladie, l'extension était beaucoup plus importante. Donc, je pense qu'il y avait, d'une part, une problématique de confiance, et d'autre part, tous les rituels qui entourent la prise en charge des patients, la prise en charge des morts, qui favorisait aussi la transmission. Alors, il paraît que maintenant, à un moment donné, il paraît qu'à Monrovia, les gens ne se serraient plus la main. Il y a des choses qui ont changé dans la population. Alors, des gens qui écrivent et probablement, bon, ce serait important de voir quel impact ça a eu dans des pays après l'épidémie. Est-ce que les choses ont changé? Est-ce
on peut en tirer de conclusions, aussi bien au niveau hospitalier que communautaire. Mais ça, je pense que c'est vraiment un travail important qu'il faut commencer. Juste un point, je pense. Effectivement, au niveau culture, Gazdan a très bien expliqué pourquoi, mais il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé, et c'est pas la première fois d'ailleurs, mais quand il y a eu les cas aux États-Unis, on a vu le délire qui s'est emparé de la population américaine et des médias pour quelques cas qui étaient parfaitement contrôlés, avec la recherche de boucs émissaires, la théorie du complot, et on retombe dans les mêmes choses, je veux dire. Alors, au niveau africain, la théorie du complot, c'était plutôt les Blancs qui viennent se servir de nos corps pour en prendre quelque chose, et pourquoi pas. Au niveau des pays développés, dits développés, on avait d'autres images de boucs émissaires et d'autres théories du complot. Mais les choses sont similaires. Alors, c'est vrai que la différence, s'il y a une épidémie d'Ebola dans les pays dits du Nord, on la contrôlerait vite parce qu'on a tout ce qu'il faut, on a le diagnostic, enfin, on peut isoler les patients, on peut tracer les cas contacts, et malgré tout, on y arriverait. Mais le climat de peur est le même, et on l'a bien vu pour la vaccination pour la grippe H1N1, où on a eu 7% de la population qui s'est vaccinée en France, ce qui n'est rien du tout, parce qu'il y a eu la peur du vaccin. Donc je veux dire, et plein de théories du complot, les industries privées veulent nous injecter des choses bizarres, qu'est-ce qu'il y a dans ce vaccin, voilà. Il y a eu tout un tas de rumeurs qui a circulé là-dessus. Donc les cultures, oui, sont différentes, mais elles peuvent avoir les mêmes effets, même si on n'a pas les mêmes objets. Est-ce qu'il y a une autre question? Voilà, prenez le micro, allez-y. Oui, vous avez dit que c'était la chauve-souris qui était le réservoir primaire, donc avant les grands singes. Il me semble avoir vu quelque part que la chauve-souris était aussi le réservoir de plein d'autres maladies. Et il y a des gens qui disaient que la chauve-souris, bien qu'étant un mammifère, avait un système immunitaire complètement différent, complètement, pas simplement différent de nous, et qu'elle était capable de survivre à ce genre de choses. Mettez le micro bien près. Qu'est-ce qu'il en est exactement de cette histoire de système immunitaire de la chauve-souris? Pas grand-chose sur le système immunitaire de la chauve-souris, c'est quand même un peu compliqué. Vous avez tout à fait raison. La chauve-souris, mais ça recouvre, quand on dit la chauve-souris, ça recouvre des centaines d'espèces de chauves-souris. Hein. Donc il faut quand même être prudent là aussi. Mais c'est vrai qu'elles sont réservoirs, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité d'être infectées par des microbes, virus ou bactéries ou parasites, sans développer. Elles vont multiplier ces pathogènes dans leur organisme sans présenter aucun symptôme de l'infection. Donc elles ont développé effectivement quelque chose d'un petit peu particulier qui leur permettent de se protéger vis-à-vis de ces infections répétées, sans développer de pathologie. Et c'est vrai que il y avait un article qui est sorti récemment où on s'interroge qu'est-ce que ça peut être, mais à ce stade, ce ne sont que des hypothèses. Ah ben complètement, comme tout, c'est des mammifères mais qui volent et donc ils migrent. Et donc effectivement, il y a toute une zone de migration. Mais les chauves-souris qui, a priori, sont réservoirs d'Ebola, sont dans une zone qu'on connaît assez bien et qui est vraiment toute l'Afrique subsaharienne. Enfin, c'est le sud de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au sud de l'Afrique centrale. Et c'est dans cette zone-là où c'est confiné, où on a émergence. Mais bon, on ne connaît pas tout. Et il peut y avoir peut-être des virus de type Ebola qui émergent dans d'autres régions du monde. Et d'ailleurs, il y avait un virus qu'on appelle le virus Reston qui a été identifié aux Philippines. Et parce qu'il avait été à l'origine d'une mortalité chez des singes. C'est un virus qui a la particularité, mais c'est un virus Ebola, hein, il est différent de celui qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest, mais heureusement, même si les hommes peuvent être infectés, les infections sont dites asymptomatiques. Il n'y a pas de symptômes, donc il n'est pas pathogène pour l'homme. Mais il aurait la capacité peut-être d'infecter le cochon en donnant des infections symptomatiques. Voilà, donc c'est un virus qui est là pathogène pour des animaux, mais a priori pas pour l'homme. Voilà. Une autre question? Je vois pas de... Ah si, il y a des bras qui se lèvent. C'est bon. Oui, bonsoir. Je voulais vous demander, en fait, je n'ai pas bien compris pour le traitement antiviral. Il y en a un qui est en cours d'expérimentation sur une partie de la Guinée, le Flavipiravir. Donc ça veut dire qu'il va être après étendu à la... Enfin, on peut imaginer qu'il va être généralisé pour tous ou c'est juste un test clinique sur un échantillon de population? Alors, les essais cliniques, on appelle un essai clinique phase 2 qui
qui ne se fait que sur un nombre très limité de patients. Pour le moment, on n'a pas de résultats analysés qui permettent de vous donner des résultats actuellement. Ça devrait peut-être être connu dans les semaines qui viennent, mais pour le moment, c'est trop prématuré. Caroline Carbonel, peut-être. Ah, il ne marche plus votre micro. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, Caroline Carbonel, je voulais vous faire réagir Oui. là-dessus sur les médicaments, parce qu'on comprend bien que ça passe en tout cas sur culture cellulaire et puis animale au départ par votre laboratoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de différents traitements expérimentaux que vous êtes en train de tester encore. Ce que j'ai entendu parler, alors on parle de ces antiviraux comme le favipiravir, mais aussi de projets de criblage de molécules qui agiraient sur les cellules de l'hôte, donc la personne infectée, etc. Vous pouvez nous dire un petit peu les différents types de recherches qui sont menées sur les médicaments actuellement, nous refaire un petit point là-dessus? Oui, alors bon, il y a effectivement plusieurs pistes qui sont explorées. Il y a des molécules donc, qui ont déjà montré des efficacités sur d'autres virus, sur d'autres pathogènes. Il y a également effectivement des molécules qui ont aussi également démontré des efficacités soit sur vraiment d'autres maladies, même différentes de virus, mais qui peuvent bloquer certains mécanismes du virus en question, donc qui ont pu être criblés, qui ont pu être identifiés comme extrêmement intéressants potentiellement pour lutter contre un virus comme Ebola. Donc effectivement, il y a plusieurs pistes de recherche. Alors, de la même façon, ce sont des pistes qui sont actuellement en cours, pour lesquelles les résultats sont extrêmement prometteurs ou en cours ont été initiés, donc c'est un petit peu trop tôt. Mais il est vrai que les axes de recherche ont été un peu élargis et on essaye vraiment de trouver tout ce qui pourrait permettre de bloquer le virus ou de le prévenir, comme a dit Bernadette. Et tout ça est fait d'abord en milieu cellulaire, et donc puis en modèle animal sur le primate pour tester leur efficacité. Donc il y a quand même un panel intéressant de molécules et de produits qui sont testés et qui seront testés au laboratoire P4 notamment. Merci pour cette précision. On a encore le temps pour quelques questions, donc n'hésitez pas, allez-y. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui a le micro, puis après vous, monsieur. Oui. Donc le virus rentre par les cellules de la peau. On connaît les récepteurs. Et pourquoi ça passe pas par les cellules des voies respiratoires? Oui, pourquoi ces contaminations, peut-être, est-ce qu'on le sait, pourquoi c'est par contact avec des fluides et pas, enfin, a priori, pas par voie aérienne Mais je pense que c'est parce que le virus est présent dans les fluides et pas, par voie aérienne. Si vous voulez, le virus est présent dans les vomis, dans les liquides biologiques, en fait. Hein. Et par voie aérienne, c'est pas ça que vous avez. Il faudrait un postillon, à la limite. Ouais, en postillon, possible. Mais si vous voulez, la quantité est beaucoup plus faible, quoi, en fait. Hein. Ce qui n'est pas le cas dans, par exemple, la grippe. Il y a un tropisme très important pour le poumon, parce que la grippe, ça touche, enfin, pour le poumon, pour les voies respiratoires. Là, le tropisme de virus d'Ebola, il y a rarement des atteintes pulmonaires. Vous voyez, c'est beaucoup plus des atteintes digestives. Donc, du coup, le virus n'est pas présent dans les voies respiratoires, donc la transmission est probablement zéro par voie respiratoire. Alors que c'est dans les selles, dans les vomis, le sang, bien sûr, hein, si jamais il y a des hémorragies, dans les urines, et on dit même dans le sperme, même si là c'est un peu plus compliqué, il peut y avoir. Alors dans le salive aussi, il semblerait qu'il y ait, mais bon, là aussi c'est différent, il faut vraiment qu'il y ait une exposition importante. Et imaginez que quelqu'un qui est exposé à 10 litres de diarrhée, la quantité de virus à laquelle il est exposé. Surtout que quelqu'un qui a des 10 litres de diarrhée, ça veut dire qu'il a des virémies, donc une quantité de virus très importante. Parce que sinon, il n'aurait pas eu 10 litres de diarrhée. Allez-y, monsieur, oui. Oui, vous dites que la contamination est par donc l'urine, les excréments, puis les vomis. Bon, tout ça, ça peut éventuellement passer dans les égouts.
Et comment que ça se passe? Il y a des pays où les conditions d'épuration sont pas très bien bonnes, d'une part. Et d'autre part, il y a aussi tout le personnel qui est chargé du nettoyage. Est-ce que les produits courants sont efficaces? Je pense à l'eau de Javel, le Grésil, qui sont couramment utilisés dans ces pays. Alors, l'eau de Javel, bien sûr, est couramment utilisée. Ici, oui, les solutions hydroalcooliques. Alors, après, sur les égouts, tout ça, il faut que le virus reste vivant, quoi. Donc, c'est pas la même chose. Ça veut dire que, en général, premièrement, le virus est très sensible à la javelisation. D'autre part, la durée de vie de virus n'est pas très long. Il y a une étude qui a été publiée où, en fait, autour d'un patient, dans la chambre d'un patient, ils avaient prélevé les différents endroits. Sur les stéthoscopes, sur les murs, sur les tables, sur les gants, etc., pour voir s'ils trouvaient des virus. Ils en trouvaient uniquement du virus quand il y avait du sang. Sinon, ils n'ont pas trouvé. Donc, si vous voulez, j'ai dit que la transmission par voie indirecte, ça veut dire par les surfaces, etc., était possible, mais c'est rarissime. C'est surtout vraiment contact direct, quelqu'un qui vous vomit dessus. Et par exemple, l'infirmière espagnole, qui apparemment était plus une aide-soignante, là, elle était vraiment exposée aux excréments de patients qui avaient une dizaine de litres de diarrhée. C'est un patient qui est en plus décédé, qui était en fin de vie, donc probablement beaucoup de virus au niveau de ses sécrétions. Et c'est au moment de déshabillage qu'elle a fait une erreur. Ça veut dire qu'en enlevant, et là, en général, ce qui se passe, c'est qu'ils ont des doigts qui sont sales et qui se frottent les yeux. Parce qu'en fait, on ne dit pas assez, mais je sais parce que nous, dans le service, on l'a fait. Être pendant 45 minutes ou plus en habit de cosmonaute, après, on a une chose, c'est de se frotter, se gratter, etc. C'est pas facile. Peut-être moi j'ai une dernière question pour Caroline Carbonel. On parlait des peurs générées alors en Afrique par ce virus, envers les autorités, etc. Est-ce qu'en France, à Lyon, où est basé votre laboratoire P4, les gens, les riverains, les gens qui travaillent ou qui vivent c'est vers Gerland, je crois, est-ce que vous êtes obligé de communiquer pour leur expliquer, parce que est-ce qu'il y a des craintes qui s'expriment, comment ça se passe? Et puis aussi en termes il y a eu des vagues d'attentats, en termes de protection militaire, comment ça se passe aussi? Est-ce qu'il y en a ou pas? Alors, il y a des protections, des mesures de sécurité qui sont bien sûr très importantes autour du laboratoire P4 avec des sécurisations des différents accès, des droits d'accès donc extrêmement limités. Plus on se rapproche du laboratoire P4, plus les accès sont limités, bien évidemment. Il y a aussi bien sûr tout un système donc, de sécurité physique et technique qui sont installés, bien sûr, pour protéger un petit peu ce laboratoire. Alors, en ce qui concerne la crainte de la population, alors, il est vrai que donc, ce laboratoire existe depuis plus de 10 ans maintenant dans le quartier de Gerland, vous avez pu le souligner, à Lyon. On a eu vraiment à cœur de beaucoup communiquer sur les activités qui sont réalisées, qui sont faites. Et on a pu vraiment observer ces derniers temps que la population n'en était pas effrayée par le laboratoire, avait vraiment confiance dans les mesures qui ont été prises, notamment avec un retour d'expérience donc de 10 ans où ils ont pu observer qu'aucune problématique n'avait jamais été rencontrée. Donc je pense que vraiment alors il y a peut-être des craintes encore effectivement, mais on continue à essayer de communiquer et de rassurer la population. On a un outil qui nous permet de travailler sur les virus les plus dangereux qui existent, mais on met tout en œuvre pour que ce ne soit pas risqué. Donc voilà, je pense que le message quand même est passé et on observe quand même une certaine confiance de la part de la population lyonnaise envers ce laboratoire qui, quand même, je le rappelle, est situé assez proche du centre-ville. Donc, merci pour cette précision, merci à tous pour ce débat. Je vous propose de regarder, il est presque 20h30, donc les réponses au quiz auxquelles vous avez participer, et sachez que si vous souhaitiez poser d'autres questions, vous pouvez le faire par internet, je crois en vous connectant au blog de la conférence, où vous pourrez aussi trouver des informations pratiques, des ressources documentaires, revoir la conférence. Vous pouvez aussi désormais revoir les conférences sur le portail de la culture scientifique qui a été mis en place à l'adresse estime-science.fr. Et puis aussi via Twitter, vous pouvez réagir, poser des questions. C'est @INSERMLive ou le hashtag #ConfSanté. Voilà, donc on va découvrir les bonnes réponses au quiz et si vous avez bien répondu.
Donc voilà, j'attends que les techniciens nous lancent la première réponse, là aussi. Donc le virus Ebola se transmet par voie aérienne. Alors bon, on en a beaucoup parlé. C'est a priori faux dans l'état actuel des connaissances. Et donc la couleur majoritaire était rouge. Ouais. Deuxième question. De quel pays est partie la flambée épidémique en cours? Donc c'était de Guinée. Et là encore, vous avez été majoritairement à bien répondre à cette question. Question 3. Des chercheurs tentent de soigner des malades avec un médicament autorisé contre la grippe. Alors c'était vrai. C'est ce fameux Favipiravir. Je crois que c'est au Japon. En fait, il est autorisé au Japon. Et c'est une filiale de Fujifilm, je crois. C'est ça. Hein. D'accord. Il est vraiment utilisé ou il était un peu dans les cartons, enfin autorisé, mais plus utilisé? En fait, il est autorisé s'il y a une résistance à d'autres molécules. Pour la grippe. Parce que la molécule qui est utilisée, qu'on a connue avec la H1N1, c'est l'oseltamivir. Et parfois, il y a des résistances. Et s'il y a des résistances ou s'il y a des problèmes avec cette molécule, on peut utiliser le Favipiravir au Japon. D'accord, très bien. Merci pour cette précision. Et puis la dernière question. En France, seuls 2 laboratoires civils sont autorisés à manipuler le virus Ebola. C'était faux, parce que alors, la subtilité, c'était qu'il y avait un seul laboratoire civil. Mais Caroline Carbonel, je ne sais pas si vous... Oui, je vous vois, donc vous entendez encore. Vous m'aviez dit, quand on a préparé ces conférences, il y a quand même un laboratoire militaire en France qui est habilité à le faire. Donc vous n'êtes pas vraiment l'unique laboratoire. Non, mais il y a un laboratoire, hein, effectivement, un deuxième laboratoire français qui a été inauguré il y a très peu de temps, hein, en 2014. Donc qui est en train de finir ses validations, qui sera opérationnel bientôt. Et donc, effectivement, il y aura 2 laboratoires P4 en France, mais nous restons à l'heure actuelle les seuls habilités à pouvoir recevoir des échantillons de patients, notamment. D'accord, donc vous voyez, il fallait nuancer tout ça. Voilà, avant de conclure, une très rapide information pour vous dire que notre prochaine conférence Santé en question se tiendra le jeudi 12 mars à 19h ici même et sera consacrée à un sujet complètement différent mais tout aussi passionnant, ça sera l'autisme. Voilà, donc merci à vous tous pour votre participation, merci aux techniciens là-haut de la Cité des Sciences, aux équipes organisatrices, à l'INSERM, à Universcience et à Bron, et puis à la Cité de la Santé qui nous aide dans la préparation de ces conférences. J'en profite pour remercier aussi la mairie de Paris, le site internet pourquoidocteur.com, la Case d'Aide Populaire et l'excellent magazine La Recherche. Mais surtout, encore un grand merci à nos 3 intervenants qu'on peut applaudir une dernière fois pour le temps qu'ils nous ont consacré. Voilà, bon retour à tous et puis rendez-vous le 12 mars.